Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Pirotte et je vais essayer de vous expliquer en termes simples l'essentiel de la lumière domestique. Commençons tout d'abord par les différentes technologies. Nous avions depuis quelques siècles la simple lampe incandescente, qui n'est plus de vigueur d'ailleurs, elle a été retirée du commerce depuis quelques années. Elle a été remplacée toujours dans la famille des lampes incandescentes par la lampe halogène qu'on connaît très bien dans les petites lampes de bureau par exemple. Cette même lampe halogène peut être montée sur un réflecteur pour être utilisée dans un faux plafond, un lustre. Depuis que, en effet, la simple lampe a disparu, on retrouve la lampe halogène dans un même habitacle avec le même socle qui permet de réutiliser nos lustres existants dans nos maisons avec la nouvelle lampe. Les lampes halogènes existent également en forme de tube, on les retrouve dans plusieurs formats. Donc lampe halogène et la famille des lampes incandescentes en fait ont quand même une durée de vie assez limitée, hein. Il faut bien le dire. Comparé à la famille des lampes fluorescentes, qu'on connaît depuis longtemps en forme de tube, aussi dit tube néon, les lampes plus compactes, lampes économiques on les appelle aussi, mais on les retrouve dans vraiment beaucoup de formes également. Je vous en passe parce qu'il y a de tout format et de toute forme. Là, la durée de vie par contre, vous voyez, 10 000 heures, c'est déjà bien mieux. Mais de nos jours, on retrouve de plus en plus les LED. Les LED de première génération qui étaient très faibles en intensité. On a vu les premiers montages de LED sur socket existants qu'on connaissait bien des lampes halogènes, mais c'était pas un grand succès parce que la luminosité était très faible et la couleur n'était pas agréable non plus. Mais bien rapidement, on a eu une révolution dans les LED avec la série des LED SMD. Les LED SMD aussi, de nouveau, on a retrouvé des montages sur un socle comme on le connaît de nouveau de la première génération et des lampes halogènes. Manquait toujours un peu de puissance, c'était déjà bien mieux, on commence à avoir des blancs chauds, blancs froids, ça je vous en parlerai plus tard. Et maintenant on a en fait la technologie Cree. Bon, c'est pas vraiment une technologie, la Cree c'est simplement une multinationale qui a élaboré un modèle de LED qui est beaucoup plus puissant. En fait, c'est, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite lentille et en dessous, il rassemble toute une série de petites LED qui permettent d'avoir une puissance beaucoup plus élevée. Donc on l'a retrouvé premièrement dans une LED, dans les 3 LED par exemple, ici très connu aussi, les 4 ou 5 LED qui permettaient d'avoir 4 watts, 5 watts, je vous montrerai des exemples réels tout à l'heure sur mon tableau. Et la dernière technologie maintenant en fait, toujours par la même multinationale, a élaboré le COB. Le COB veut dire Chip on Board. En fait, c'est une évolution tout à fait logique parce que sur la fameuse petite LED, en fait, ils ont rajouté de plus en plus et maintenant, en fait, il y en a tellement que ça forme une beaucoup plus grande surface et c'est bien plus bon marché pour eux de tout fondre ensemble sur une grande surface électronique qui permet des puissances beaucoup plus élevées. De nos jours, on voit des 9 watts en LED et ça va encore évoluer évidemment. En deuxième lieu, je voulais vous parler des connexions domestiques les plus courantes. Alors, vous la connaissez très bien, la connexion E27 à visser, toujours de notre bonne vieille ampoule incandescente. Elle existe aussi en plus petit format, E14 pour des plus petits luminaires, et beaucoup d'autres formats d'ailleurs, mais ces 2 formats-là sont les plus répandus. Peut être appliqué sur toutes les autres technologies également, ce n'est qu'une connexion en 220 volts branchée via l'interrupteur directement sur votre circuit électrique à la maison. Alors la deuxième famille que je voulais vous montrer, vous expliquer, c'est le G4
qu'on connaît des petites lampes de bureau, une petite lampe halogène par exemple, avec les deux petites pinouches à enfoncer dans la tête, dans les deux petits trous de la lampe de bureau, peut être montée sur un réflecteur pour être utilisé comme spot dans un faux plafond ou un luminaire. Maintenant, de nos jours, on voit également donc la technologie LED qui permet d'être raccordée de la même façon, ou la technologie LED toujours, mais sur le même format et le même socle que la lampe halogène avec son réflecteur, donc que ça reste compatible, que cette lampe à LED en fait puisse être branchée à la place de la lampe halogène dans votre socle existant ou votre luminaire existant. Attention, fonctionne en 12 volts, le G4. À la base, c'était du courant alternatif pour les lampes halogènes de première génération. Et en fait, les lampes à LED, il faut faire bien attention parce que certaines permettent de prendre aussi bien l'alternatif que le courant direct. Mais j'en ai déjà vu certaines, il faut bien contrôler les spécifications, qui prennent que le courant direct. Alors si vous allez le brancher sur votre transfo existant de vos lampes halogènes d'avant, ça ne fonctionnera pas. Le format, la connexion G9 ressemble très fort au G4, mais regardez, la connexion est plus large, regardez bien. Attention, ce format-là fonctionne en 220 volts. Alors n'essayez jamais, parce que c'est possible et ça a déjà été fait, de rentrer vos pinouches, votre petite pin G4 dans le socle d'un G9, parce que le G4, lui, il est prévu pour fonctionner en 12 volts. Et le G9 en 220, donc vous allez avoir des étincelles et surtout quand il y a du verre avec les lampes halogènes, ça va vous éclater entre les doigts. Maintenant, de nos jours, on voit de plus en plus le GU10 avec les deux petites baïonnettes, fonctionnant en 220 volts, très pratique. La nouvelle génération des lampes halogènes fonctionne directement en 220 volts, plus besoin de transfo. Et donc, il y a moins vite de casse, moins d'investissement. C'est plus simple à le brancher, quoi. Mais donc là, on voit également toutes sortes de technologies qui permettent d'être branchées via le GU10 avec les deux petites baïonnettes. Voilà. Pour le troisième point, je voulais vous expliquer la différence entre l'intensité lumineuse et la puissance électrique. La puissance électrique exprimée en watts n'est pas forcément une indication de l'intensité lumineuse, qui elle est exprimée en lumens. La comparaison entre les deux dépend de plusieurs facteurs. Ça pourrait être la technologie. Il est évident que la technologie LED ou fluorescente consomme moins que la technologie incandescente. Ça peut être le voltage. J'ai un petit exemple ici. Notre lampe halogène de 12 volts comparée à l'halogène en 220 volts. Eh bien, le même wattage, tous les deux 35 watts, la lampe halogène de 220 volts produira un tiers de moins en lumens, en intensité lumineuse. Pourquoi? C'est assez compliqué, mais en somme, comme le voltage est plus bas sur la 12 volts, et que la lampe veut extraire, pour arriver à son consommation de 35 watts, elle va extraire plus de courant de l'alimentation. Et donc, plus d'ampérage, plus de courant qui va passer à travers le filament, ce qui va générer plus de chaleur et plus de luminosité. Technologie, on peut également comparer la première génération de LED, qui consommait entre 1 et 1,8 watts, qui donnait très peu de lumens, peu de documentation, peu claire qu'on retrouve sur le net. Mais comparé à la nouvelle technologie, les LED créés, que j'en reparlerai plus tard, j'en ai une ici d'ailleurs, voilà, 4 LED créés, 4 fois 1 watt, 350 lumens, ça nous donne 87 lumens et demi par petite LED. La température, j'ai indiqué également pourquoi, par exemple, les lampes fluorescentes, la technologie fluorescente, eh ben, elle rayonne moins quand il fait froid.
donc moins de lumen, moins d'intensité lumineuse. Au 4e point, je vous explique l'angle d'ouverture. L'angle d'ouverture dépend bien sûr de vos besoins. Si vous désirez un éclairage décoratif, vous avez besoin d'un angle étroit, de 30 à 60 degrés. Pour un éclairage mural, par exemple dans une applique au mur, ou pour illuminer un objet, un vase sur une table ou un meuble, ou une peinture au mur. L'éclairage utilitaire est plus large, de 90 à 120 degrés, pour des spots encastrés dans un faux plafond, par exemple, pour illuminer une pièce. Vous pourriez désirer également l'éclairage global à 320 degrés. Ça, c'est plutôt pour des lustres ou des armatures pendantes, ce qui descend du plafond pour illuminer votre table de cuisine, par exemple. J'ai mis quelques exemples ici en dessous. Alors, les lampes à LED créées, donc à 3 ou 4 LED, permettent un angle très étroit, donc qui commence à 30 degrés, qui peut aller jusqu'à 60 degrés facilement. Et par contre, la lampe COP, elle permet, dépendant de sa construction, si les LED sont coulés en surface ou plus profond dans la lampe, permettant le réflecteur de canaliser le flux lumineux, l'angle deviendra plus étroit. Mais donc on les trouve déjà à partir de 45 degrés jusqu'à 120 degrés. La lampe halogène traditionnelle, elle peut même aller jusqu'à des 140 degrés. La petite lampe traditionnelle halogène sans réflecteur, eh ben, elle rayonne tout autour évidemment. Nous avons le même cas pour les assemblages LED et les lampes économiques fluorescentes. J'ai quelques exemples ici d'ailleurs. Vous pouvez voir la lampe halogène. Vous voyez, elle est bien large. Donc le flux lumineux, l'angle d'ouverture, quand même bien large. Les spécifications ne sont pas toujours faciles à trouver pour les lampes halogènes. Par contre, pour les LED, c'est plus facile. On trouve plus d'infos. Ici, j'ai une petite lampe assez faible, mais vous voyez l'angle d'ouverture, 36 degrés, les valeurs sont mises en dessous. En effet, c'est pas large. Bien sûr, dépendant de la hauteur et de la distance à laquelle vous allez projeter, l'angle, bien sûr, va s'ouvrir de plus en plus. La cobe ici à 120 degrés, donc vous voyez bien large. 38 degrés encore pour une craie, 4 petites LED créées. En effet, le flux lumineux ici, il est déjà un peu plus large que le 36, mais pas beaucoup. Et alors attention, voilà un bel exemple, indiqué à 45 degrés, mais c'est bien plus large. Moi je vois comme ça. Laissez-moi vous rapprocher un petit peu pour que vous y voyez plus clair. Donc, vous voyez ici 45 degrés, pour moi c'est plutôt un 60, même plus. Donc, même les spécificités que j'ai retrouvées sur la boîte et sur le net. Maintenant, je voudrais vous parler de la couleur du blanc. Parce que blanc n'est pas toujours blanc, et là ça se complique. La température de la couleur est exprimée en Kelvin. Et dans le commerce, vous trouverez souvent l'indication blanc chaud ou blanc froid. Mais essayez quand même de trouver la valeur exacte. Je vous ai mis en dessous les valeurs les plus connues et les plus vendues pour la technologie LED surtout. Mais même dans les lampes fluorescentes, vous allez trouver blanc chaud, blanc froid. Pour les valeurs les plus basses qui s'approchent le plus de l'halogène, 2700K à 3000K. Attention, l'halogène, bien sûr, quand il est varié via un variateur en intensité plus basse, il va automatiquement devenir plus orange. Donc la valeur sera encore en dessous de 2700K. Après, nous avons le blanc neutre de 4000K à 4500K. Attention, il a tendance à tirer au vert sur les contours, surtout pour les anciennes technologies LED. Le soleil direct, pas souvent trouvé dans le commerce, mais je vous l'ai mis en tant qu'indication. La lumière du jour, 5000 à 6000K. Et le blanc froid qu'on trouve aussi dans le commerce, 7000 à 7500K. Je vais vous montrer mes petits exemples de nouveau.
Et donc voici quelques éclairages avec des différentes valeurs Kelvin. Ici le 2700K se rapproche le plus du jaune halogène. 3000K qui peut avoir un petit aspect rose parfois aussi, dépendant de la technologie. Le 4000K que je vous disais là tantôt, qui peut tirer un peu au vert parfois, surtout sur les contours. Et le 6000K, la lumière plus bleutée. Évidemment, si on passe sur le 7000K, ça sera ça plus bleu. Et celui-ci était vendu en tant que blanc froid, 6000K. On pourrait très bien aussi avoir dans le commerce un blanc froid à 7000K. Et ceux-ci sont vendus en tant que blanc chaud, blanc chaud, blanc chaud. Donc vous voyez, un est un peu vert, un peu rose, et l'autre est plutôt jaune. Donc il faut bien faire attention dans le choix des valeurs Kelvin. Nous voici arrivés au point des différentes applications. Alors, dépendant du résultat voulu, vous allez devoir choisir un angle d'ouverture et une couleur de blanc. Reprenons notre exemple d'éclairage mural. Si vous voulez qu'un petit triangle se dessine sur le mur, eh bien, vous prenez un angle faible d'ouverture. Ou si vous voulez plutôt un grand triangle sur le mur, il faudra prendre un plus grand angle d'ouverture. Dépendant de vos besoins, si c'est à l'intérieur, vous voulez une couleur chaude, peut-être que c'est sur une façade d'une pierre grise, ce serait peut-être plus sympa d'avoir une couleur froide, donc un bleuté, donc un blanc froid. C'est à vous de décider. Alors, pour éclairer un objet, comme on disait, il faut un angle très faible, de nouveau dépendant de la distance. Au plus loin que vous allez vous trouver votre objet, au plus étroit que votre angle doit être. Pour un lampadaire suspendu en cuisine pour éclairer votre table, ben, vous allez désirer un angle très large évidemment. De nouveau, les éclairages suspendus, ben, eux, ils devront éclairer à 320 degrés. Même chose, si vous voulez éclairer une plante, attention aux halogènes, ils sont agressifs quand même, c'est une lumière assez agressive. Si la plante a besoin dans un coin sombre, il y a des lampes économiques fluorescentes qui sont adaptées pour lui donner la lumière qu'elle a besoin pour grandir. Et de nouveau, des lampes de sol ici, attention, si c'est de l'halogène, ça chauffe, ça peut brûler les feuilles et c'est agressif pour la plante, donc elle va pas trop apprécier. L'éclairage, le spot pour éclairer une peinture, évidemment, de nouveau, dépendant de la distance, l'angle d'ouverture pour juste illuminer ce qu'il faut et mettre en vigueur votre peinture. Attention, prenez quand même un blanc neutre ou blanc de jour, le plus blanc possible pour éviter que ça déforme les couleurs, et il faut aussi une uniformité d'éclairage, donc, mais ça va de mieux en mieux avec les nouvelles technologies, hein, comme vous pouvez voir. Les COB, c'est une lumière très uniforme, aussi bien dans le blanc froid que le blanc chaud. On n'a pas ces contours un peu verts. Au point 7, je voulais vous parler de la variation en intensité lumineuse. Désolé pour la quantité de texte, on le lit ensemble. Les éclairages incandescents sont toujours variables en intensité, via un variateur mural ou un module domotique. Une lampe halogène utilisée longuement à basse intensité aura une vie plus courte. C'est comme ça, en fait, la lampe halogène a besoin de cette chaleur à pleine puissance pour régénérer son cycle. C'est les particules qui doivent retourner sur le filament, mais c'est assez technique. Les éclairages fluorescents et LED ne sont pas souvent variables. Il leur faut un circuit électronique permettant de varier l'intensité lumineuse. Il faut absolument que vous contrôliez les spécifications. Et ces modèles sont évidemment plus coûteux. Contrôlez également que votre variateur puisse varier la charge connectée. Certains variateurs permettent de varier uniquement des charges résistives, ce qui veut dire des lampes incandescentes, donc des lampes halogènes. C'est le cas pour des variateurs plus anciens, et donc bien contrôler les spécificités de votre variateur dans ce cas. Pour le dernier point, je vais vous expliquer quelques inconvénients des différentes technologies.
Pour l'éclairage incandescent, la durée de vie est limitée. Mais ils émanent également beaucoup de chaleur, ce qui peut brûler des plantes, comme on a vu, mais aussi certains objets, les décolorier, même avoir des taches au plafond, surtout quand vous avez des hautes valeurs à partir de 50 watts. Ils sont également sensibles au froid. Donc les gros spots d'or de 500 watts, les tubes halogènes 1000 watts, ben, quand il va geler d'or, vous allez l'allumer, il va avoir un choc thermique et il peut éclater. Ils sont également sensibles au choc. Donc une lampe halogène qui est chaude, il ne faut pas la taper. Je l'ai eu il y a 2 minutes, elle a fait sauter les plombs. Ça peut carrément créer un courjus. Et pourtant c'était juste là, hein, c'était 1,5 cm. Et elles sont sensibles aussi aux graises de surface. Ça veut dire que quand vous la prenez entre vos doigts, surtout les toutes petites qui ne sont pas protégées par un habitacle, et que vous la mettez dans votre lampe de bureau ou les tubes aussi dans les gros spots, il ne faut pas les toucher avec les doigts, il faut les prendre avec un papier ou essuyer après, mais il vaut mieux éviter toute graisse de surface venant de la peau. Alors pour les éclairages fluorescents, ils donnent moins de luminosité quand il fait froid, et ils ont tendance à clignoter quand ils sont plus âgés. Les éclairages à LED, couleur des blancs et l'angle d'ouverture pas clair et difficile à choisir. Ça, on a passé pas mal de temps ici à expliquer. Et leur flux lumineux n'est pas toujours homogène. Je l'ai indiqué là tout à l'heure, hein, donc les contours un peu verts, ça va faire un éclairage blanc au sol avec une ligne plus verte autour. Et le même cas pour celui-ci, il est plus foncé sur les côtés. Mais ça a tendance à disparaître en effet avec les nouvelles technologies COB. Donc la longueur des éclairages de plus haute puissance. Je vous ai mis un exemple ici, regardez un peu. Il est très grand, hein, donc c'est un 9 watts celui-ci. Il fait 115 mm, ce qui ne rentrera pas toujours dans l'habitacle qui est prévu pour un simple spot halogène qui fait 5 cm. Donc il faut bien tenir compte de dimensions également. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à me contacter pour avoir des explications plus en détail.